Bonjour à tous et bienvenue sur le Vieux-Port de Marseille pour cette seconde émission en direct. Vous le savez, nous avons la chance d'accueillir dans notre belle cité phocéenne le Congrès mondial de la nature de l'IUCN et à cette occasion, Pernod Ricard France lance une initiative originale, accueillir ici, durant tout le congrès, des entreprises, des médias, des acteurs de la biodiversité autour de la préservation du vivant afin de leur donner la parole et de faire écho à leur engagement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet clé en matière de vivant, l'eau douce. Un élément essentiel à la survie de toutes les formes de vie sur la planète. On connaît tous la maxime « sans eau, pas de vie » et malheureusement, cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Les ressources en eau douce, intégrant les rivières, les zones humides, les étangs et les lacs, n'ont jamais été autant menacées. Le changement climatique, mais aussi des pratiques agricoles et industrielles entraînant une diminution de ces ressources hydriques, tant en quantité qu'en qualité, ont un grand impact justement sur la quantité d'eau. Alors comment peut-on répondre aujourd'hui à nos besoins croissants en eau tout en préservant les écosystèmes aquatiques qui garantissent la disponibilité et la qualité de l'eau? Nous avons 45 minutes pour en parler avec nos 4 intervenants sur ce plateau. Alors nous avons Raphaël Billet, le directeur du programme de la Tour du Valat. Jean-Marc Philippe, directeur délégué ingénierie et services de la Société du Canal de Provence. Bonjour. Lionel Ercolei, le directeur innovation du groupe des Eaux de Marseille. Et Franck Pressia, responsable du pôle environnement de la Compagnie nationale du Rhône. Alors, pour bien comprendre l'importance des écosystèmes aquatiques et de leur sauvegarde, nous allons commencer avec vous. Raphaël Billet, vous êtes docteur en sciences de l'environnement et vous avez plus de 20 ans d'expérience en France et à l'international sur des projets de conservation de la biodiversité. Et vous êtes aujourd'hui donc le directeur, je l'ai dit, du programme de la Tour du Valat, l'Institut de recherche et de conservation des zones humides en Méditerranée. Alors, je suis un complet néophyte et donc j'ai besoin de vos lumières. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'une zone humide ? Je dirais laissez-vous porter par votre intuition. Une zone humide, donc c'est une zone qui n'est pas sèche. C'est une zone qui peut être sèche, mais c'est un écosystème dont le fonctionnement est principalement régi par l'eau. Voilà, qui peut être de l'eau douce, de l'eau salée ou de l'eau saumâtre, mais qui n'est pas toujours en eau. Mais sur l'année, son fonctionnement et son évolution, son état, bon ou mauvais, sont principalement régis par l'eau. D'accord, donc ça commence très simplement, mais finalement c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, une zone humide. Un petit peu, ouais, à tel point qu'on ne sait pas exactement quelle surface de zone humide on a en France, combien on en a, ou pareil à l'échelle du bassin méditerranéen, c'est un travail qui est toujours en cours. Très bien. Pourquoi est-ce si important de les protéger ? Alors, pour beaucoup de raisons différentes, j'aurais envie de commencer par une raison toute simple qui est une raison qui me tient à cœur, moi, c'est que je les aime, les zones humides. J'aime les voir, j'aime en profiter, j'aime les animaux, les plantes qui en dépendent, qui y sont inféodées. Pour beaucoup de nos concitoyens qui sont des naturalistes amateurs, des passionnés de nature, etc., il ne faut pas l'oublier, c'est un élément très fort quand même de la volonté de préserver ces écosystèmes. Et historiquement, ça a joué un rôle très important dans leur protection. Après, ça suffit pas, c'est pas le cas de tout le monde, et j'entends pas que ce soit le cas de tout le monde. Ce qui est quand même, je dirais, plus important dans un sens, c'est que les zones humides sont un des écosystèmes qui rendent le plus de services aux sociétés humaines. C'est aussi un des écosystèmes qui a été le plus dégradé, si ce n'est l'écosystème qui a été le plus dégradé, par exemple dans la région méditerranéenne, où on a perdu en gros 50% des zones humides depuis 1970. Mais donc l'idée, c'est vraiment que les zones humides nous rendent des services qu'on peut appeler les services écosystémiques. De plus en plus, aujourd'hui, on utilise la notion de solutions fondées sur la nature. On a eu l'occasion d'en parler lors de notre première rencontre ici même vendredi. Voilà, et c'est pas un vain mot, hein. Les zones humides sont source de solutions pour tout un tas des problèmes qu'on a. Donc les zones humides, je dirais qu'elles jouent un rôle hydraulique majeur. Quand il y a des pluies très fortes, des précipitations extrêmes, elles jouent un rôle d'éponge, elles absorbent. Quand il y a des sécheresses, elles relâchent cette eau. Quand il y a des tempêtes très fortes sur le littoral, beaucoup des zones humides sont littorales, pas toutes, mais beaucoup. Elles jouent un rôle de tampon, d'amortisseur. Et dans un contexte de changement climatique qui est celui qu'on connaît aujourd'hui et qui s'accélère de plus en plus, on a besoin plus que jamais de ces services-là. Elles jouent aussi un rôle d'épuration vis-à-vis de nos pollutions. Elles stockent du carbone. Enfin, c'est le couteau suisse des écosystèmes terrestres, je dirais.
D'accord, donc derrière la poésie de votre déclaration d'amour aux zones humides, on peut être plus cynique et se dire que finalement ces zones humides, on en a besoin pour justement le maintien de notre biodiversité. Absolument, et c'est pas du cynisme, hein. On a le droit aussi de vouloir utiliser ce que la nature a à nous offrir de meilleur pour résoudre les problèmes qui se posent aux sociétés humaines. Très bien, en introduction, on a réaffirmé le fait que toutes ces zones étaient en danger, qu'il y avait de multiples contraintes qui pesaient sur les ressources en eau. Quelles sont les pressions principales sur les zones humides aujourd'hui? Alors forcément, ça dépend beaucoup des régions de la planète où on se place. Mais en France et dans le bassin méditerranéen, sur les dernières décennies, l'agriculture est quand même montrée du doigt comme un facteur très important de destruction et de dégradation des zones humides, que ce soit par expansion territoriale, hein, par conversion des zones humides en terres agricoles, ou que ce soit à travers les pollutions que l'agriculture génère dans un certain nombre de cas. Après, il y a d'autres secteurs d'activité qui sont impliqués, évidemment, tout ce qui est infrastructure linéaire. Quand on coupe une zone humide en deux, ça lui fait généralement pas trop de bien. L'urbanisation, qui soit directement va installer du bâti sur des zones humides, soit va repousser d'autres activités comme l'agriculture vers les zones humides. Et puis, de plus en plus aujourd'hui, le changement climatique lui-même devient un facteur de pression très fort pour les zones humides, en particulier dans la région méditerranéenne. Alors, puisqu'on parle de la région méditerranéenne, et pour être un petit peu plus concret à propos de ces zones humides, est-ce que, vous savez qu'on émet en ce moment depuis Marseille, est-ce qu'il y a des zones humides remarquables près de Marseille? Est-ce que vous pouvez les citer? Je vais pas vous faire la liste, mais oui, il y en a. Et je vais surtout mentionner la Camargue, puisque c'est la grande zone humide de la région, dans laquelle la Tour du Valat, pour laquelle je travaille, est installée dans le petit village du Sambuc, en plein milieu de la Camargue, sur la commune d'Arles. Voilà, une zone humide très, très emblématique qui est largement connue en France et à l'étranger. Vous le savez, on a tout près de Marseille justement un grand parc naturel national, celui des Calanques. Existe-t-il un parc naturel national qui vient justement couronner l'importance des zones humides ou pas du tout? Alors c'est un projet, la secrétaire d'État Bérangère Abal l'a évoqué ces derniers jours. Il y a une mission, je ne sais plus exactement le vocabulaire qu'elle a employé, mais une flash préfiguration, quelque chose comme ça, pour essayer de... C'est un projet qui est dans les cartons depuis le Grenelle, si je ne me trompe pas, donc depuis un petit moment, de créer un parc national spécifiquement dédié à la protection des zones humides. Alors on a compris les principales pressions qui s'exerçaient sur ces zones humides. Quelles sont, selon vous, les principales solutions pour répondre à ces pressions? Alors c'est peut-être plus facile de parler des pressions que des solutions. C'est toujours plus dur de parler non des pas solutions. parce que les solutions n'existent pas, mais parce qu'elles sont plus difficiles à organiser en fait pour en discuter. Un économiste, et il y en a dans la salle, nous dira, mais c'est une question d'incitation et de carottes et de bâtons. Si vous mettez les bonnes incitations ou les bonnes pénalités sur les pollutions, les zones humides seront protégées. Si vous parlez à un philosophe, il va plutôt vous dire il faut se reconnecter avec la nature. D'autres vous diront c'est une question d'éducation, il faut que tous les décideurs, tous les citoyens sachent à quel point on a besoin des zones humides. Tout cela est vrai, évidemment. Moi, j'aurais tendance à me placer sur un plan un peu plus des outils qu'on a pour gérer les zones humides. Pour dire que si on considère une zone humide donnée, il faut gérer les pressions qui sont autour, donc les pollutions, le changement climatique, etc., et qui lui nuisent. Il faut gérer la protection des espèces qui sont inféodées à cette zone humide, en protégeant par exemple des oiseaux d'eau. On va protéger de façon incidente les zones humides desquelles ils dépendent, et en plus ils jouent des fonctions écologiques dans la zone humide qui fait que par effet de cascade, on va aussi profiter au bon fonctionnement des zones humides. Mais il faut aussi les protéger spatialement, parce que si on protège les oiseaux et qu'on empêche les pollutions agricoles, mais qu'on détruit la zone humide elle-même, on ne va rien gagner. Donc il faut aussi les protéger spatialement. Il faut aussi restaurer celles qui ont été dégradées. Beaucoup ont été dégradées. Il y a un gros potentiel de restauration écologique sur les zones humides, d'autant plus que financièrement c'est intéressant, étant donné la quantité de services qu'elles nous rendent. Et il faut les aider à s'adapter, notamment au changement climatique. Et ça veut dire éventuellement changer la façon dont on les gère, mais aussi leur laisser de la place pour évoluer, pour se déplacer, notamment face à l'élévation du niveau de la mer. Très bien. Et quels sont les acteurs qu'il faut
mobilisés justement pour mettre en place ces solutions? Qui est le plus responsable et quel est le principal acteur qu'il faut aller chercher et convaincre pour justement protéger ces zones humides? Alors, le plus responsable, bon, c'est la société dans son ensemble, donc c'est un peu difficile. Il faut que la société dans son ensemble aussi se mobilise finalement contre elle-même, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas vraiment passé à l'action. Donc pour moi, il n'y a pas une catégorie d'acteurs particulière. J'ai pas envie de pointer du doigt. Est-ce que c'est les chefs d'entreprise, les responsables politiques, les citoyens, les associations? J'en sais rien. J'envisage pas trop la question comme ça. Il faut qu'il y ait des acteurs de changement qui se mobilisent, ça c'est sûr, parce que c'est pas toute la société d'un coup qui va se mettre en branle pour protéger les zones humides. Ça va pas marcher comme ça. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'il faut les protéger et pour l'instant on les a détruits. Donc il faut qu'il y ait davantage d'acteurs de changement, plus puissants, mieux armés entre guillemets. On ne parle pas de guerre, hein, mais mieux outillés, qui génèrent du changement. Et ces acteurs de changement-là, on doit les trouver dans le secteur privé, dans les entreprises. Et par là, j'entends aussi le monde agricole, évidemment. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont déjà mobilisés pour la protection des zones humides. Il y en a aussi beaucoup qui sont encore mobilisés pour leur destruction. Donc, ce n'est pas toute la profession agricole d'un coup qui va changer, mais on a besoin d'acteurs de changement dans le monde de l'enseignement, de l'éducation, chez les responsables politiques, évidemment. Et on a des responsables politiques, des députés, des sénateurs qui sont des ardents défenseurs des zones humides aujourd'hui en France. Donc c'est voilà, des groupes, des acteurs qui doivent passer d'un statut de minorité à un statut de plus en plus dominant dans les débats et dans le champ de l'action. Merci beaucoup, Raphaël, de nous donner l'envie d'être des acteurs du changement et de nous décrire si bien le rôle et l'importance de ces zones humides. On poursuit cette discussion avec un autre acteur concerné par l'eau douce. Je parle des opérateurs de l'eau qui assure l'alimentation pour différents usages. Et c'est le cas, c'est le métier de la Société du Canal de Provence, représenté ici par vous, Jean-Marc Philippe, qui êtes membre du comité de direction. Alors, je crois savoir que vous êtes agronome de formation. Donc, vous connaissez bien les problématiques de l'eau. Et est-ce que vous pouvez, pour commencer à nous expliquer un petit peu mieux ce que vous faites et ce que fait la Société du Canal de Provence, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire d'où vient l'eau qui passe par le Canal de Provence? Où est-ce qu'elle est prélevée? Alors bien volontiers, je vais d'abord rappeler que ma société a plusieurs métiers. On va essentiellement parler du métier d'opérateur hydraulique, mais on est également bureau d'études à l'international sur des questions d'eau. Donc ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs et de ramener de bonnes idées. Alors en Provence, notre société en fait s'inscrit dans la tradition de la gestion de l'eau dans le sud de la France. Donc on va chercher l'eau là où elle est, dans notre château d'eau, les Alpes, en l'occurrence dans le Verdon. On a récupéré dans les années 60 des droits d'eau ancestraux qui étaient détenus à la fois par le département du Var et par la ville d'Aix-en-Provence. Voilà, les historiens passionnés en parleraient mieux que moi. On a récupéré ces droits d'eau et puis on est venu desservir trois usages différents. On pense souvent à l'usage agricole, on y reviendra peut-être. L'usage eau potable, voilà, une partie de l'eau bue à Marseille provient du Verdon. Et puis l'usage industriel. Alors l'industrie dans la région ne va pas très bien, mais si elle s'est développée depuis les années 50 ou 60, c'est aussi grâce à cette ressource en eau qu'on est allé chercher dans les Alpes. Donc en fait, on n'a rien inventé. On a fait ce que les Romains faisaient. Donc ils allaient chercher déjà de l'eau du côté du Verdon, de la Sainte-Victoire, pour alimenter des thermes. À l'époque, c'était ça. Et puis au Moyen-Âge, il y a des magnifiques canaux qui se sont développés dans la plaine de la Crau, notamment. Et puis vous avez tous en tête les ouvrages du canal de Marseille, magnifique ouvrage qui a quand même sauvé la ville des épidémies. Il y en avait déjà des épidémies à l'époque, il n'y avait pas le Covid, mais il y en avait d'autres. C'est quand même l'eau qui a permis d'assainir. Et puis le canal de Provence rentre dans cette tradition. Donc nous, notre ressource en eau, c'est le Verdon. Une eau exceptionnelle, puisque dans les barrages EDF du Verdon, on a une qualité d'eau digne d'une eau potable, notamment en termes de turbidité. Donc c'est une chance incroyable pour les Provençaux. Très bien, mais il faut quand même la préserver, j'imagine, cette eau. Il faut justement essayer de préserver la biodiversité globale de l'ensemble de cette ressource sur l'ensemble du trajet. Quelles sont vos actions justement pour préserver cette biodiversité ? Alors, moi, j'ai envie de vous partager deux actions principales. La première qui est liée à la mission d'intérêt général de la Société du Canal de Provence, qui est une société publique, avec un actionnariat essentiellement public. Notre mission, c'est
de transférer la ressource depuis le château d'eau vers le littoral. Et dans le littoral, on parlait des zones humides tout à l'heure, mais on retrouve des masses d'eau fragiles. Donc on a tous en tête des petites rivières typiquement méditerranéennes, des nappes d'accompagnement fragiles. Et donc l'idée qu'il y a derrière consiste à aller chercher de l'eau dans les Alpes et à venir remplacer les prélèvements qui peuvent avoir lieu dans ces masses d'eau fragiles. Donc elle est là notre action. C'est une action en fait indirecte de protection des milieux aquatiques les plus fragiles, patrimoniaux pour certains, donc remarquables, Raphaël en parlait à l'instant, et d'aller chercher de l'eau dans des barrages qui ont été construits, vous le savez, à l'époque du plan Marshall, donc des barrages à vocation hydroélectrique qui récupèrent l'eau à la fonte des neiges. Cette eau, on l'utilise lorsqu'on en a besoin pour ses usages. Donc vous le voyez, il y a ce lien indirect qui est très important pour nous, car le développement du littoral, le développement notamment du tourisme, ne pourrait pas se faire sans ces volumes d'eau qui viennent des Alpes. Vous parlez de péréquation, vous parlez de solidarité entre l'amont et l'aval. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette manière d'essayer de rendre ce que vous prélevez en amont grâce aux exploitations qui se font en aval? Oui, parce que la région provençale, elle est duale. On a un littoral riche, dynamique, et puis on a un arrière-pays, et puis un massif alpin dont je suis originaire, qui est plus pauvre, voilà, et très rural. Et donc, puisque notre ressource en nous, c'est le Verdon, on a mis en place un système, en effet, de retour à l'envoyeur, donc de solidarité de l'aval vers l'amont. Et nous participons, donc à titre d'exemple, je vous présente ça, on participe à l'amélioration des stations d'épuration du haut pays du Verdon, donc dans le secteur d'Alos. Donc là, c'est un cercle vertueux qui se met en place avec le parc naturel régional du Verdon, avec la Chambre d'agriculture, avec le département des Alpes-de-Provence. Donc on essaye modestement à notre échelle de renvoyer de la richesse dans ce pays, dans ces montagnes, pour améliorer le cycle de l'eau et rendre cette ressource en eau la meilleure possible. Très bien. À l'occasion de ce congrès mondial de la nature, beaucoup de chiffres sont communiqués, beaucoup d'ailleurs de chiffres qui nous font très peur. Et on est tous marqués par la destruction de la biodiversité, l'extinction des espèces. On va pas refaire la liste de toutes ces mauvaises nouvelles. Qu'en est-il de l'eau et notamment la question de la pénurie en eau? Vous qui exploitez l'eau pour toute la région et qui avez une bonne connaissance des stocks d'eau qu'il y a justement dans ces massifs alpins, que pouvez-vous nous dire de ce risque de pénurie? Alors d'abord, sans les transferts d'eau en provenance des Alpes, on pense aussi au canal EDF, au canal de Marseille, au canal de Provence, notre région serait en pénurie d'eau. C'est une évidence, au même titre que nos voisins du Maghreb ou de l'ensemble du bassin méditerranéen. Il faut avoir en tête qu'en France métropolitaine, la Provence est une exception, à double titre. D'abord parce que notre ressource en eau est une ressource en eau de surface, alors que partout ailleurs en France, l'eau elle est sous le sol. Donc déjà, c'est une première particularité. Puis la deuxième, c'est qu'on a la chance d'avoir 2 milliards de mètres cubes stockés dans les Alpes à notre disposition. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur ces 2 milliards, notre société en prélève 190 millions par an pour alimenter en eau. Tout à l'heure, tu en parleras, pour alimenter en eau 3 millions de personnes, irriguer 100 000 hectares et puis emmener de l'eau à toute la pétrochimie. Donc voilà, donc 10% de ce volume stocké est utilisé au travers de nos ouvrages. Alors, ça c'est la situation aujourd'hui, on pourrait se dire tout va bien. Donc on s'est quand même projeté à l'horizon 2050. Donc c'est une étude qui remonte à 6 ans, il y a 6 ans, avec le CNRS, EDF, un certain nombre d'acteurs scientifiques, qui se sont projetés sur le devenir de la ressource en eau dans les Alpes, notamment sur le bassin versant qui nous concerne, ici à Marseille, donc la Durance et le Verdon. Donc on pourra peut-être tout à l'heure rentrer dans le détail de cette étude. Ce qu'elle démontre, c'est qu'en effet, il y a des tendances dans les décennies qui arrivent à une baisse de l'enneigement, et donc du remplissage de nos retenues. Cette baisse-là, elle nous invite à la vigilance de tous les instants. Et à la sobriété. Et donc à la sobriété dans l'ensemble de nos usages, on pourrait, notamment en matière agricole, on accompagne les agriculteurs pour qu'ils ne consomment que l'eau dont la plante a besoin. Donc là, il y a tout un travail avec des startups pour mettre du digital dans la parcelle et puis aider l'agriculteur à utiliser simplement l'eau dont il a besoin. Donc ça nous incite à la sobriété.
mais ça nous encourage aussi parce que ça montre que nos anciens, lorsqu'ils ont créé ces stockages d'eau, ils ont vu loin parce qu'en fait, on a encore des capacités. Donc vous voyez, on a des capacités, on est rassuré, mais on est sobre pour que ça dure le plus longtemps possible. On est sobre et on essaye de rassembler un maximum d'acteurs pour pouvoir essayer justement de convaincre de consommer autrement. Donc vous faisiez allusion au travail que vous faites avec des capteurs, avec des startups. Finalement, l'innovation, et vous voyez que j'essaye très habilement de faire le lien avec notre invité qui nous parlera d'innovation tout à l'heure aussi. L'innovation est une manière, est une ressource clé elle aussi pour faire votre métier aujourd'hui, pour préserver la ressource. Oui, alors au Canal de Provence, on est très orienté vers le rural. Donc aujourd'hui, on accompagne de manière forte les agriculteurs dans l'utilisation rationnelle de l'eau, avec en effet l'intelligence artificielle qui permet notamment, alors certes de connaître l'humidité dans le sol, mais nous allons un peu plus loin et on prend le pouls de la plante, au travers par exemple de capteurs de flux de sève, et puis la plante nous dit si elle a soif ou pas. Et là il se passe des choses assez étonnantes. L'agriculteur qui avait l'habitude d'irriguer le 10 août, on lui dit non, la plante n'en a pas besoin. Tu es sûr? Oui, les agronomes en sont sûrs. C'est là que la science revient. On en a parlé à l'instant. Il faut faire confiance aux scientifiques et il faut faire confiance notamment aux sciences agronomiques qui sont là pour, certes, permettre à l'agriculteur de mieux produire, pas forcément de plus produire, mais de mieux produire, mais qui est là aussi pour protéger les ressources naturelles, au premier rang desquelles le sol, on n'en parle pas aujourd'hui, et l'eau. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments passionnants. Et continuons à parler innovation, justement, avec Lionel Ercolei. Alors, vous êtes vous-même acteur d'un opérateur de l'eau, la Société des Eaux de Marseille, et vous êtes confronté, j'imagine, aux mêmes enjeux. Et vous êtes directeur de l'innovation et vous êtes doublement concerné par la question de l'eau car vous assurez la distribution de l'eau potable et le traitement des eaux usées sur la région provençale. Exactement. Donc moi je suis en effet le directeur de l'innovation de la Société des Eaux de Marseille, filiale de Veolia. En 2 mots... On l'entend un tout petit peu à votre accent. À peine, donc un local, en effet. Donc notre société, nous sommes des opérateurs de services de l'eau et de l'assainissement. On gère globalement sur le territoire métropolitain. Le mètre cube d'eau, le litre, la goutte qui nous arrive des montagnes par l'intermédiaire de nos collègues, parfois directement dans les rivières ou dans l'eau souterraine. Et on va faire au mieux pour vous amener cette eau, nous amener cette eau jusqu'au robinet de façon continue, avec la meilleure qualité possible. Ça, c'est une première partie de notre métier. Puis la deuxième partie, c'est une fois qu'on l'aura tous utilisé. Alors nous, j'allais dire usagers lambda, collectivités, industriels, et qui voudra l'utiliser, qui en aura besoin, on va la récupérer et on va essayer de la renvoyer au milieu naturel de la façon la plus efficace possible et en essayant de respecter au mieux donc les aspects réglementaires et puis bien au-delà maintenant parce que la biodiversité, ce changement que tout le monde vit, bien évidemment, on le vit nous aussi et depuis assez longtemps. Donc on va apporter tout un tas d'efforts, et on va en parler maintenant, sur ces 2 cycles de l'eau, la partie amont et la partie aval. Donc nous, on prend l'eau dans le milieu naturel, on vous la livre, puis on va la récupérer pour la restituer le mieux possible au milieu naturel, aux poissons. Très bien, donc finalement, préserver l'eau et son environnement, c'est une part cruciale de votre métier. C'est notre raison d'être. Nous, ça fait 80 ans que la société elle existe. On se lève tous les matins, on fait que ça, et on se couche tous les soirs, on fait que ça. Et le week-end, on en profite, et le soir, comme vous tous. Mais en effet, c'est notre cœur de métier, c'est notre raison d'être. Là encore, je le répète, ce changement dans nos sociétés, on l'a pas anticipé, mais on le vit à une puissance au carré, j'ai envie de dire. On le ressent encore plus, puisqu'on fait que ça toute la journée. Donc on est très très conscient de la problématique et on fait au mieux. Alors justement, puisque vous faites au mieux, on va vous prendre au mot. Allez. Et on va rentrer dans le détail de vos actions. Que faites-vous pour préserver la ressource en eau? Alors, sur la partie amont, l'essentiel, j'allais dire, des efforts sur lesquels on a travaillé ces dernières années, c'est l'économie de la ressource. C'est ce que mes prédécesseurs ont dit. Comment prélever la juste quantité dans le juste milieu pour le bon usage. C'est pas si facile que ça quand on gère des linéaires et des linéaires de canaux, quand on gère des kilomètres
et des milliers de kilomètres de réseaux enterrés. Donc ce qu'on appelle nous l'efficacité d'adduction, de rendement, essayer d'utiliser la meilleure quantité sans gaspiller. Ça a été un très gros effort ces dernières années. Donc nous, on a misé sur le digital à fond, en plus des technos traditionnels. Et on a, à titre d'exemple, on a déployé sur l'ensemble de la région 300 000 compteurs connectés. Donc aujourd'hui, si vous habitez dans notre région, quand vous ouvrez le robinet, on le sait assez rapidement. Vous le savez aussi rapidement parce qu'on a développé des outils qui vous permettent d'être acteur. C'est majeur. Si on se donne tous la peine de regarder tout ça avec un œil bienveillant, nous avons tous les informations pour maîtriser notre consommation d'eau. Aujourd'hui, vous faites le Linky de l'eau douce finalement. On fait le Linky de l'eau douce et on donne surtout des éléments super simples pour que les gens soient en mesure de ne pas gaspiller. Votre compteur, il va vous dire, si vous pouvez aujourd'hui fixer un niveau à votre compteur et décider que quand le niveau est franchi, on en discutait avec les copains tout à l'heure, vous recevez un SMS. Ça paraît basique, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, en termes de conduite du changement, en termes de prise de conscience, on a aujourd'hui, la techno aujourd'hui est là pour pouvoir nous permettre d'agir, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc le monitoring environnemental, on va mesurer ce qui se passe de plus en plus dans nos environnements, dans les réseaux d'eau usés, pour savoir si le réseau il s'encrasse. Et si on va avoir une inondation, pouvoir anticiper le fait que ça va déborder, que ça peut polluer, que ça peut créer un désordre de sécurité publique. Donc, j'allais dire la technique, le digital, mais pas que, la pédagogie. On fait énormément de choses avec les écoles, on travaille sur le volet biodiversité, énormément avec l'ensemble des acteurs. Là aussi, c'est une prise de conscience. On est sorti des anciens modèles qui étaient des modèles monolithiques. Aujourd'hui, on essaie tous d'ouvrir nos chakras et de travailler tous les uns avec les autres. Les écoles, les architectes encore récemment. Voilà. Alors, puisqu'on parle de chakras, gardons les chakras ouverts et rassurez-nous, vous qui faites beaucoup d'interventions auprès des écoles, est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience de ces jeunes générations sur justement la valeur de cette eau que nous, en tout cas je parle pour moi, pour ma génération, était un bien commun et qui ne faisait pas l'objet d'énormément d'efforts de préservation? Complètement. Enfin, je conseille à tous les professionnels de l'eau d'aller faire des présentations à des élèves de CM1 ou de CM2 sur ces thématiques éminemment complexes. On y apprend énormément d'humilité, de clarté dans le message, et on a un retour qui est un retour, mais juste surnaturel, de nos super-héros de demain que sont nos enfants, et qui comprennent très vite et qui, de toute manière, vont vivre dans un monde dans lequel l'environnement ne sera plus un effort, ne sera plus une évolution sur laquelle on devra s'adapter. Ils arrivent dans un échiquier qui est ce qu'il est et avec des solutions qui sont aussi là et dont ils seront les acteurs naturels. Donc nous, on mise, voilà, on croit beaucoup dans notre jeunesse. Ah ben, c'est très bien. Pour finir, une question simple. Vous annoncez près de 300 dispositifs pour favoriser la biodiversité. Au moins. Est-ce que vous pouvez m'en citer 297? Oui, asseyez-vous. Donc, prenez un verre d'eau. On a de l'eau, justement. Je vais vous en citer quelques-uns qui sont assez emblématiques pour nous. On a essayé d'intégrer la biodiversité de façon très naturelle dans l'ensemble de nos actions au quotidien. Et comme on agit donc au sein de l'environnement, on a beaucoup travaillé et on arrive aujourd'hui à, par exemple, je donne quelques exemples qui paraissent anodins mais qui ne le sont pas, par exemple sur les berges des canaux que l'on entretient, à ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Ça paraît simple, encore fallait-il le faire. On travaille là encore au volet pédagogique où on a récemment et très souvent accompagné un certain nombre de nos chantiers, de nos réalisations avec nos donneurs d'ordre, parce que nous, on travaille pour le compte des collectivités et des industriels, à réaliser des parcours pédagogiques. Là encore, c'est rien, c'est pas grand-chose, mais c'est important. Moi, quand le dimanche, je vais avec ma gamine au parc Pastré, qui est au bout de la corniche, là encore, c'est un support, c'est une façon d'expliquer. On plante des haies. Alors voilà. Quand on fait des ouvrages, par exemple, quand on travaille au curage et à la réparation des canaux que l'on gère, on récupère les poissons. Il y a 30 ans, les poissons, on ne les récupérait pas, ou il y a 50 ans. Parfois, on les mangeait, mais bon.
On récupère avec des associations de pêcheurs. On va venir remettre la population de poissons qui existe dans les canaux dans les rivières. On fait des lâchers mesurés pour, en période d'étiage, passer d'un canal à une rivière. Chacune de nos opérations, aujourd'hui, on essaie de les intégrer complètement dans l'écosystème de biodiversité. Et ça fonctionne. Alors, j'ai une question justement sur cette communication auprès des dispositifs qu'on fait en matière de biodiversité, d'ailleurs à laquelle vous pourrez vous-même répondre si elle vous intéresse. Moi-même, en tant que communicant, je suis très souvent confronté à ça et c'est toujours très compliqué puisque on a toujours l'impression de rentrer dans un espèce de greenwashing finalement en annonçant des dispositifs parce qu'en fait aujourd'hui il faut communiquer sur la biodiversité et comment justement vous qui mettez en avant pourquoi mettre en avant finalement des mesures de biodiversité, à quoi ça sert au-delà de se présenter comme un acteur de la biodiversité? Comment vous répondre? Quelque part, j'ai envie de dire, mais je vais répondre à titre personnel et pas au titre de ma société. Très bien. Personnellement, moi, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me lever tous les matins dans cette idée de faire mon travail correctement et de me coucher le soir en ayant l'impression d'avoir été au-delà. Quand on met des ruches sur des réservoirs d'eau potable dont nous a confié la gestion, bien sûr, ça pourrait paraître anecdotique. Quand on en a 150 de ruches et quand ça sert à avoir un indicateur, il se trouve qu'avec les ruches, derrière, on a une société filiale qui a développé une solution qui permet de mesurer l'activité de la ruche et de dire, tiens, cet indicateur, c'est quelque chose de performant parce que si on croise ça avec d'autres paramètres, par exemple la mesure des vols de chauves-souris, on s'aperçoit qu'on a un écosystème qui évolue. Alors en bien, en mal, ok, très bien, mais on a une donnée. Et nos petites ruches, qui pouvaient être anecdotiques le premier jour, on en a 130, on a une appli, on a des gens qui s'y intéressent, on a cultivé l'ensemble, et puis à la fin on a du miel, c'est sympa, on va voir les écoles. Donc tout ça, voilà, c'est ça qui est important pour moi, c'est que tout ça, c'est pas du business, c'est pas qu'un travail. Non, c'est notre travail ensemble pour arriver à améliorer. Et qu'on en parle ou pas, à titre personnel, je vais vous dire, c'est pas très grave. Très bien, très bien. Donc la sincérité des actions concrètes qui sont au cœur de la passion pour votre métier. Merci de nous partager cela. Pour conclure cette table ronde, on reste donc avec un acteur clé de l'eau. On va quitter la région de Marseille pour aller du côté de la vallée du Rhône. Avec vous, Jean-Marc Philippe, donc vous êtes responsable. Franck Pressia. Ouh là là, mais voilà. Ça devait arriver. Et oui, je suis désolé, Franck. Avec vous, donc, Franck Pressia, vous êtes responsable du pôle environnement. Avec près de 25 000 hectares d'espaces protégés en concession, vous êtes en quelque sorte un gestionnaire d'espaces naturels. Le CNR se présente comme un opérateur militant de la biodiversité. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formidable formule? La Compagnie nationale du Rhône a construit les ouvrages hydroélectriques, les gère et les exploite depuis la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée. 550 km de cours d'eau, vous l'avez dit. En fait, c'est 27 000 hectares de territoire, dont à peu près 25 000 ont des statuts de protection divers et multiples. Donc on est effectivement à la fois un exploitant d'ouvrages hydroélectriques, mais aussi en charge de la navigation, mais aussi en charge des actions en faveur du monde agricole, mais aussi en charge de la gestion environnementale, en co-gestion d'ailleurs, souvent avec des gestionnaires spécifiques d'espaces naturels, avec lesquels on met en œuvre des actions concrètes pour préserver la biodiversité. Donc oui, nous sommes gestionnaires en tout état de cause. Nous sommes concessionnaires pour l'État, c'est-à-dire que les terrains ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à l'État. Et l'État nous a donné une feuille de route depuis 1933 qui vient incrémenter régulièrement de missions complémentaires. Et l'environnement, maintenant, est une partie intégrante de nos activités, aussi bien pour nous, j'allais dire, au niveau de notre bureau d'études, donc la direction de l'ingénierie. Dans mon équipe, c'est une douzaine d'écologues qui œuvrent au quotidien à inventorier, évaluer, mesurer. On parlait d'indicateurs. Typiquement, voilà, les indicateurs basés sur des approches scientifiques solides permettent de mesurer la pertinence des actions engagées. Et si elles vont dans le bon sens, on continue. Et si elles ne vont pas dans le bon sens, c'est une action d'amélioration continue. On regarde pourquoi ça ne va pas dans le bon sens et on repart sur des actions positives pour protéger dans un premier temps ce qui doit encore être protégé et puis pour restaurer ce qui nécessite de l'être. Franck, vous venez de dire que vous aviez différentes activités à gérer en même temps.
comment vous faites la balance entre les activités qui vont perturber la biodiversité et dont vous devez quand même assurer le développement et justement la préservation de la biodiversité? Comment on fait à la fois de l'activité industrielle et en même temps on préserve une ressource et la biodiversité? Notre job au quotidien, c'est de concilier transition énergétique, puisque nous, on produit 100% d'énergie renouvelable, avec l'eau, l'air et le soleil. Donc comment est-ce qu'on fait pour produire plus d'énergie renouvelable pour contribuer aux besoins énergétiques de tout un chacun en continuant la transition écologique qui est nécessaire. Et donc nous, on est à la fois industriel, alors on est aménageur, on est industriel, on est gestionnaire, puis on est aussi, il faut le souligner, la seule société anonyme d'intérêt général. Donc on va dire qu'on est la préfiguration depuis 1933 des entreprises à mission. Et on a un modèle économique redistributif qui fait qu'on finance, alors parfois on agit et parfois on finance et on agit, sur des actions qui ne trouveraient pas de financement ailleurs. Et donc tout l'objectif, c'est d'aller en amont des projets, identifier où sont les enjeux, où sont les sensibilités, où sont les impacts, ou du moins les risques d'impact, de minimiser ces impacts par le fait de travailler le projet pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Et puis, s'il reste des impacts, travailler les séquences d'évitement, de réduction, de compensation, pour aller vers des projets qui soient le moins impactant possible. Et maintenant même, la loi le demande, c'est 0 perte nette de biodiversité. Et puis peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera des projets, n'importe quel projet en France, ce sera peut-être un projet à impact environnemental positif. Donc nous, on suit la demande sociale, on parle d'innovation au travers de l'innovation, on essaye aussi d'aller au-devant de la demande sociétale, et puis on est aussi dans des projets où la demande sociétale peut être multiple. On fait une restauration écologique, une assoce de protection des oiseaux va vouloir que la mare soit en faveur des oiseaux, les pêcheurs, qu'on puisse aller à la pêche, et puis les protecteurs des batraciens, que les grenouilles puissent se développer. Ouais, mais les poissons, ça mange les grenouilles, les oiseaux, ça mange les poissons. Donc, même sur des projets de biodiversité positive, on a des enjeux aussi de concertation et de co-construction. Donc dialogue. Donc finalement, derrière l'expertise industrielle, derrière l'expertise de vos métiers, se déploient maintenant pour pouvoir justement assurer la biodiversité des techniques de discussion, de dialogue, de co-conception, co-construction, pour pouvoir justement concilier finalement des intérêts qui sont souvent contradictoires. Absolument. Alors d'abord, les gens sur les territoires, les acteurs locaux n'ont plus envie que des projets soient des projets de CNR, on va dire de Lyon, puisque le siège social est à Lyon, ou des projets de CNR de la direction d'Avignon. Les gens veulent des projets de territoire. Puis il doit être associé au projet. Et les projets, quels qu'ils soient, que ce soit un projet industriel, un projet de navigation, un projet environnemental, maintenant il faut qu'on associe les acteurs, alors que ce soit des partenaires techniques, scientifiques, opérationnels, des associations, des riverains. On parlait des écoles. Mes collègues qui sont ici présents de la direction territoriale d'Avignon, une partie de leur job, c'est d'aller dans les écoles aussi pour amener cette pédagogie et entendre aussi cette demande sociétale future. Parce qu'en fait, l'avenir, il est là. Très bien. Le programme de restauration écologique du Rhône serait l'un des plus grands pour un fleuve. En quoi est-il aussi ambitieux ? Il est déjà ambitieux dans sa dimension, puisque des projets de restauration écologique, on en a tout le long du fleuve, donc je disais depuis la frontière suisse jusqu'en Méditerranée, par sa durée, puisque les premiers états des lieux qui nous ont engagés sur des opérations de restauration écologique, c'est fin des années 80, début des années 90, et que depuis les années 90, on a un suivi écologique et scientifique du Rhône, c'est le programme Rhône-Éco, qui est porté par énormément d'acteurs, que ce soit des scientifiques, techniques, institutionnels, dont CNR, très gros cofinancement de l'Agence de l'eau, parfois du financement européen, et donc qui fait aussi évoluer. Donc déjà, il nous dit si les actions qu'on a mises en œuvre vont dans le bon sens ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs écologiques qui sont définis avec la communauté scientifique et les acteurs de la protection de la nature. On met en œuvre des actions de restauration, on mesure, et surtout on évolue. À une époque, on faisait des restaurations écologiques avec une très forte intervention humaine,
C'était carrément des chantiers de travaux publics pour restaurer des bras secondaires qui s'étaient retrouvés à sec. Et maintenant, on travaille beaucoup à la restauration de la dynamique alluviale. Alors, ce n'est pas un gros mot. On essaye de donner au fleuve plus d'espace de liberté pour qu'il puisse méandrer, se balader, éroder à un endroit, déposer ailleurs. Et quelque part, qu'on s'appuie sur le fonctionnement hydraulique sédimentaire du fleuve pour aller vers des objectifs de restauration beaucoup plus vastes. Très bien. À tous vous écouter autour de cette table, on se rend compte que l'ensemble des institutions que vous représentez travaillent sur ces questions de biodiversité depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années. Quel regard portez-vous sur l'espèce de prise de conscience actuelle qu'on a sur la biodiversité, sur l'ensemble de ces messages? Il suffit d'écouter aujourd'hui la radio pour avoir énormément de gens qui parlent de biodiversité. Finalement, tout ce que vous portez depuis des années arrive maintenant au plus près de la société. Est-ce que vous voyez ça comme une bonne nouvelle? Est-ce que vous pensez que c'est un moment passager? Comment voyez-vous ça, vous, depuis vos institutions? Moi, je vis ça vraiment comme une opportunité. Bienvenue à bord, bienvenue à tous. Et au contraire, plus il y a de fous, plus il y aura de solutions concrètes et plus il y aura d'énergie à mettre dans le bon sens. Et les issues, les solutions sont pas très loin. Jean-Marc Philippe. Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques semaines, on a accueilli des entreprises sur la retenue du Vallon d'Ol, qui est dans la chaîne de l'Étoile, juste au-dessus de Marseille. Et la quasi-totalité des entreprises qui étaient présentes découvraient la gestion de l'eau en Provence. Donc il faut qu'on en parle, il faut savoir ce qui se fait, ce que font les acteurs. Il faut parler, discuter. C'est vraiment très très important parce qu'en oubliant ce qui s'est fait dans le passé, évidemment on ne peut pas construire l'avenir. Donc c'est vraiment très important, ces moments de dialogue, d'écoute avec bienveillance pour, c'est un peu ce que disait Lionel, se rendre compte aussi que les acteurs font de leur mieux et ne font pas n'importe quoi en tout cas. Très bien. Raphaël, un point de vue? Alors moi, je ne suis pas absolument convaincu par la prise de conscience actuelle que vous constatez. Je ne dirais pas qu'elle n'a pas lieu. Je ne parle pas de prise de conscience, je parle en tout cas, il y a un bruit médiatique très important sur ce thème de la biodiversité. Alors un bruit, c'est déjà très différent d'une prise de conscience, mais je vous laisse la paternité du mot. Il y a du bruit, c'est sûr. Moi, je me suis lancé dans ce domaine de la biodiversité, du développement durable, quelques années, je dirais, enfin en tout cas dans mon parcours personnel, quelques années avant la conférence de Rio en 92, conférence de Rio que j'ai pris comme un aboutissement, un miracle international, 116 chefs d'État qui signent des conventions du jamais vu, des choses, voilà. Derrière, on est allé de douches froides en succès, de vraies douches froides en demi-succès, etc. Et finalement, en tant que, à la base scientifique, moi, ce que je regarde, c'est les tendances. La biodiversité s'érode, le changement climatique s'accélère. Et moi, j'ai les yeux rivés là-dessus. Donc, on me parle de prise de conscience, de changement de mentalité, etc. Oui, je constate, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que la génération des gens qui sont jeunes aujourd'hui, à laquelle je n'appartiens plus, sera différente de la génération précédente? C'est possible, je ne suis pas devin. En même temps, ces gens-là vont être pris aussi dans des dynamiques sectorielles, des logiques d'argent, etc., comme nous, on l'a été. Voilà, je suis vraiment pas, je sais pas, je suis pas sûr. Et en tout cas, je pense qu'il faut pas être naïf, c'est-à-dire que notamment quand je suis face à des étudiants et que je vois des jeunes qui ont l'impression que tout a commencé il y a 2 ans ou 3 ans, je pense utile de leur rappeler la profondeur historique du mouvement de protection de la nature, etc., pour savoir d'où on vient. Et ça ne veut pas dire du tout que rien n'est possible, bien sûr, mais ça veut dire qu'on a beaucoup essayé, qu'on a beaucoup échoué, et qu'il faut se servir aujourd'hui des opportunités qu'on a qui sont différentes. Ça passe par des innovations technologiques, bien sûr, mais ça passe par de la mobilisation socialement organisée différemment, ça passe par du personnel dans les entreprises aussi qui se mobilise, et ça, je pense que c'est une force de changement très importante. Enfin, il y a plein de leviers qu'on n'avait pas forcément avant qu'il faut utiliser, mais avec raison, quoi. Merci à vous 4 de nous avoir rappelé d'où nous venions tous, spécifiquement ici en Méditerranée, d'où venait l'eau, pourquoi il était important de la préserver et tout ce que faisaient vos institutions pour la préserver. Merci donc à tous. On vous donne rendez-vous demain au même endroit, sur la même page Facebook, à la même heure, mais cette fois-ci pour parler des services économiques et financiers en lien avec la biodiversité. Merci à tous, bonne soirée et à demain.